Merci aux gens qui ont pris la version du 10 minutes court pour être présents pour le début. Je vois qu'il y a des gens qui ont encore le 10 minutes long, qui vont probablement prendre la discussion au fil de celle-ci. Écoutez, la façon que je veux procéder, d'abord, on va mettre un peu la table avec Stéphane Ricoul. Question de savoir d'abord ce qui se fait à l'extérieur et par la suite, on va regarder avec tous mes invités ce que c'est et ce que ça pourrait être l'indépendance numérique au Québec. Mais avant tout, je pense que c'est important, puis ce que j'avais prévu de faire, c'était une longue introduction pour vous parler du portrait, mais ça a tellement été bien fait par Stéphane Garneau pour nous montrer les 6 derniers mois comment ça a fonctionné, que ce serait perdre du temps que de prendre 3 minutes pour vous raconter ça. Bref, alors, j'entends la discussion avec Stéphane Ricoul. Merci d'avoir accepté de casser la glace. Bonjour à tous. Alors, Stéphane, ma grande question, avant d'aller voir ce qu'on va faire chez nous, si on regarde ce qui se fait à l'extérieur, à l'international, quand on parle de souveraineté numérique, oui, d'indépendance numérique, on parle de quoi? Ça ressemble à quoi? Alors, je vais afficher à l'écran une définition de la souveraineté numérique que personne ne va lire parce que c'est beaucoup trop long et écrit beaucoup trop petit. Par conscience. C'est celle de l'Obvia. Mais je vais vous en donner une autre que moi je préfère, puis de loin, puis je vais expliquer pourquoi. C'est celle de l'Office de la langue française, puis je ne la connais pas par cœur, donc je vais vous la lire. La souveraineté numérique, c'est le principe juridique selon lequel les données sont soumises aux lois et aux réglementations du pays où elles sont produites, traitées ou stockées, et qui contribue notamment à la protection des informations sensibles d'un État ainsi qu'à leur utilisation éthique. Et comme j'ai effectivement écrit le livre « Vos clics leur cachent », j'ajouterais que moi j'aurais mis qui sont aussi qui contribuent aussi à la création de valeur dans le pays où elles sont stockées et traitées. Pourquoi? Parce qu'on laisse aujourd'hui aux géants du numérique, avec leur info nuagique, le soin de générer énormément de valeur avec nos données. Or, je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça pour récupérer une partie de cette valeur générée, puis ça s'appelle l'indépendance numérique ou la souveraineté numérique. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. Je ne sais pas si tu as un jardin chez toi, un potager ou... Il y en a un, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est pas toi qui t'en occupes. Les Full enfants, disclosure, transparence. les enfants, ta femme, un voisin. Oui, Okay. ma conjointe. Tu as ton potager. Il t'appartient, il est à toi. Chaque année, avec amour, ta femme probablement sème en terre quelques graines. De là émergent des fruits ou des légumes que vous arrosez avec votre propre eau, puis que vous cueillez. Ou que vous décidez qui a le droit de cueillir. Admettons que tu habites dans un triplex. La souveraineté numérique, c'est exactement la même chose. C'est ça la dépendance. Si tu ne vas pas chercher cette dépendance pour ton potager, ben, tu es dépendant du supermarché du coin. Tu sais, il faut aller, ou du marché tout court. Mais le supermarché du coin peut faire fluctuer ses prix comme il veut, les augmenter, puis tu n'as pas le choix, il faut que tu te nourrisses. Okay? Oui, il peut carrément fermer. Admettons qu'il ferme, tu fais quoi pour te nourrir? Tu es dépendant du supermarché. Ben, l'info nuagique, c'est pas mal ça. Donc, c'est sûr que, là encore, vous ne lirez pas la prochaine slide. Il y a le Cloud Act, que tout le monde connaît, qui fait que l'idée, c'est que les États-Unis, pour ne pas les nommer, peuvent récupérer, on l'a vu dans la vidéo tantôt, le monsieur de Microsoft, qui ne pouvait pas certifier sous serment que les données n'iraient pas à un moment donné sous l'administration américaine. Je vais y aller sur un autre exemple. Un exemple impossible, mais possible. Je m'explique. Admettons que un monsieur orange, impossible, des monsieur orange, ça n'existe pas. C'est une couleur aléatoire. C'est ça. Okay. Admettons qu'un monsieur orange décide qu'il a le goût d'annexer un autre pays pour en faire son 51e État. Impossible. Jusqu'à là, c'est impossible. C'est impossible. Que ce monsieur orange invite lors d'un souper tous les CEO des géants du numérique. C'est impossible, on l'a vu encore cette semaine. Exact. Tout à fait impossible. Ouais. Et qu'il
il leur passe une commande. Ce qui est aussi Impossible. impossible. Mais que la commande, puis c'est là que ça devient possible, soit pour une zone géographique donnée, exemple le Canada, je vous demande, je vous ordonne, d'augmenter le délai de latence de votre infrastructure infonuagique, juste pour le Canada. Pas beaucoup, quelques dixièmes de seconde, quelques pourcentages. Qu'est-ce qui va se passer? Économiquement parlant, le Canada va juste s'écrouler. Parce que les transactions financières, les transactions économiques sont toutes numériques aujourd'hui, passent toutes par l'informatique, par l'infonuagique. Avec un délai de latence augmenté sur une zone géographique, on fait en sorte que ces transactions peuvent se faire, mais arrivent tellement trop tard, 2 dixièmes de seconde trop tard, sur les marchés financiers par exemple, qu'il n'y a plus rien qui se passe, on est paralysé économiquement parlant. Fais ça pendant une couple de jours, une couple de semaines, une couple de mois, puis tu es capable d'annexer ton pays. Bien, encore plus concret, imaginez la pression sur le peuple, qui a la difficulté à voir en temps réel toutes ces vidéos de TikTok et Instagram. Ça, c'est de la pression sur un peuple, aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un scénario. Ouais, c'est mon scénario. Donc, toute cette histoire-là a commencé avec l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet, c'était la ruée vers l'or. L'or, c'était les données. Mais les premiers à forer les données, ce n'étaient pas les États. Ça aurait dû être les États. Mais non, c'est ce qu'on a appelé plus tard les GAFAM. C'est eux qui ont foré ça. Puis eux, les États, ils regardaient ça comme une série Netflix, mais alors c'était passionnant, mais ils étaient totalement passifs par rapport à ça. Puis, 2013, il y a un monsieur qui s'appelle Edward Snowden qui a mis en pleine face du monde entier que les données du monde étaient passées sous l'aspirateur américain. Il absorbait absolument toutes ces données. Un peu plus tard, Cambridge Analytica a réussi à nous prouver qu'on était capable, grâce aux données, d'influencer des politiques, des élections, des sorties de pays d'une Union européenne. Puis il y a tout ce qui est lié aux cyberattaques. Steve est très bien placé pour en parler, qui mettent à plat, qui mettent à l'arrêt complètement des entreprises et qui peuvent mettre à l'arrêt complètement des économies de pays. Tout ça a fait en sorte qu'on a commencé à être sensibilisé. Excusez, j'oublie de passer les slides. On a commencé à être sensibilisé à c'était quoi l'importance de l'indépendance numérique. Puis aujourd'hui, c'est un enjeu qui est partagé partout dans le monde. Puis là, il y a Evan Salomon que j'ai mis, il y a Pierre Trudel qui en parle, on a le gouvernement canadien qui en a parlé également. Et Stéphane Garneau disait tantôt, passer un extrait du président d'NVIDIA. Puis là aussi, j'aimerais vous lire une de ces citations, en fait, qui rejoint totalement ce que disait Stéphane tantôt. Le président d'NVIDIA a dit « Chaque pays se doit de posséder la production de sa propre intelligence. Ça permet de codifier sa culture, son intelligence collective, son bien commun, son histoire. Un pays se doit de contrôler sa donnée. » Point. Alors, j'y viens sur le sujet principal. Il y a certains pays qui l'ont compris avant les autres. Je vous donne 3 exemples, il y en a beaucoup plus, bien évidemment, puis ce n'est pas 3 exemples où je voudrais qu'on fasse un copier-coller, c'est pour le Québec ou pour le Canada. C'est 3 exemples pour inspirer. Okay? Puis je ne commencerai pas par un pays, je vais commencer par un ensemble de pays. Tu as Gaia X, qui est le cloud européen. Le cloud européen, c'est plusieurs pays qui se sont mis ensemble pour créer une infrastructure infonuagique pour les Européens, par les Européens. Alors ça vient avec beaucoup d'avantages, et notamment le respect des standards et des règles européennes. Puis je sais, pour écouter ton balado, mon carnet, que tu t'amuses beaucoup avec ton homologue Jérôme Colombin dans votre débrief hebdomadaire transatlantique. Tu le niaises pas mal sur la volonté des Européens de tout légiférer, tout encadrer. C'est ça. Bon, Gaia X, c'est ça, mais c'est une bonne chose. En revanche, pas en revanche, mais ce qui est bien, c'est que Gaia X a comme pour volonté qu'il n'y a aucune donnée sensible qui va se retrouver sous juridiction étrangère. En revanche, c'est là que j'y venais, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est beaucoup de juridictions différentes, c'est une collaboration publique-privée, c'est beaucoup de pays différents, donc c'est beaucoup de synchronisation, de collaboration, etc. Donc,
Est-ce qu'on doit s'en inspirer? Oui. Est-ce qu'on doit le copier-coller? Non, pas forcément. Autre exemple, donc ça c'était les forces et faiblesses, les défis. Autre exemple en Suède. Celui-là, je le trouvais super intéressant, la Suède. C'est quand même très proche du Québec, veut pas. La Suède, ils sont allés avec une autre, du champ gauche, okay, avec une autre tangente. La Suède se sont dit, nous autres, on a de l'énergie renouvelable à 100%, on a un climat extrêmement froid, on va capitaliser là-dessus, puis on va stimuler l'innovation puis la croissance des PME suédoises à travers ça. Donc, ils se sont créés des centres de données qui fonctionnent à l'énergie renouvelable, qui sont refroidis quasiment naturellement grâce au climat. Et ça fait en sorte que le volet écologique devient extrêmement fort pour le local et toutes les entreprises embarquent dans les infrastructures infonuagiques de la Suède. Puis la région de la Suède s'appelle Norrtobben, c'est pour ça que c'est ce projet-là. Donc, me disait que peut-être que le Québec pourrait aussi s'en inspirer. On a presque les mêmes caractéristiques. Dernier exemple, la France, évidemment. SecNumCloud, ce n'est pas un infonuagique, mais c'est un label infonuagique. Très intéressant parce que ça fait en sorte que, je ne veux juste pas me tromper, qu'il labellise l'idée qu'une donnée sensible ne sera jamais stockée ou traitée sur un serveur soumis au Cloud Act. Puis ça, on va le retrouver dans les appels d'offres, par exemple. Encore une fois, Stéphane Garneau y faisait allusion. Le gouvernement français peut se permettre de mettre une clause comme quoi tu as le droit de faire affaire avec nous si ton infrastructure infonuagique a le label SecNumCloud. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Je vais ajouter pour la France, je vais passer ça, je vais ajouter pour la France, avant de passer à ma conclusion, il y a une semaine ou deux, il y a 300 entreprises qui se sont mobilisées, des très grandes comme Airbus, des plus petites, voire des start-up, mais 300 entreprises qui se sont mobilisées pour, et je cite, un réveil européen contre le risque de guerre froide technologique. 33 recommandations qui sont sorties de ça, dont le Small Business Act, qui se veut donner un pourcentage dans les appels d'offres à des petites entreprises, parce qu'on sait que les appels d'offres sont difficilement accessibles aux petites entreprises. On pourrait aussi s'en inspirer puis faire la même chose ici au Québec. En conclusion, ça c'est 3 exemples que je donne. Mais il en existe plein d'autres, on s'entend. Il y a des champions. La rockstar du numérique, l'Estonie. Okay, c'était un peu plus facile pour eux, puis je vais mettre facile quand même entre guillemets, ils repartaient de zéro, on s'entend. Sauf qu'aujourd'hui, tous les citoyens ont une identité numérique. Le gouvernement estonien a fait la promesse à chaque citoyen qu'il ne lui demanderait jamais 2 fois son numéro d'assurance sociale, par exemple. Ça n'arrive pas ici. Si tout s'écroule en Estonie, ils sont capables de repartir leur administration de n'importe où. Donc c'est vraiment la rockstar. Il y a la Finlande, qui a créé son cloud souverain, avec la particularité qu'ils ont fait une formation massive sur le numérique pour leurs citoyens. Quand même cool pour la littératie numérique. Et nécessaire. Et nécessaire, on s'entend. Parenthèse, depuis ce matin, j'entends parler de comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les firmes québécoises à embarquer dans l'aventure de l'intelligence artificielle. La réponse, c'est vous m'appelez, je travaille chez Vuban. Ah, une solution. Une solution. Il y a la Chine. Oui. La Chine aussi. On peut ne pas être d'accord avec le gouvernement chinois, là, on s'entend. Même si elle joue en solo, elle a quand même créé une muraille numérique. Elle a quand même un contrôle strict sur les flux de données. Veut pas, il faut peut-être en arriver à ça. L'Inde a une obligation que les données restent sur leur territoire. Bref, il y en a plusieurs des exemples comme ça. C'est que des pays qui ont compris que les données sont une arme économique, puis que cette arme-là, il faut savoir la manipuler. Et la suite, c'est dans ton livre. Et la suite, c'est dans mon livre. Bon. Merci pour avoir mis la table comme ça. Là, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que tous ces gens-là qu'on a invités, c'est une belle démonstration, là, tous ces gens-là qu'on a invités, ce sont tous des experts dans leur domaine qui pourraient facilement prendre 1 heure, ce ne serait pas beaucoup. 2 heures, je pense que ça pourrait être intéressant, pour vous parler chacun de leur spécialité par rapport au sujet dont on parle, l'indépendance numérique. Et là, l'exercice qu'on va faire, c'est qu'il nous reste 67 minutes très exactement, et je vais leur demander, à tour de rôle,
en leur offrant généreusement de la part des organisateurs un 10 minutes pour décliner chacun dans leur expertise qu'est-ce que ça signifie, quels sont les enjeux auxquels on va faire face, j'allais dire comme société, mais aussi comme entreprise, évidemment, comme organisation, et le gouvernement aussi, dans le contexte de l'utilisation, dans le contexte d'aujourd'hui, quand on veut prendre ce virage-là, comme a été énoncé, comme d'autres pays l'ont fait. Alors, ce serait intéressant de savoir, nous, où logent les embûches, les enjeux, et comment ça se passe. Alors, pour ce faire, je vais d'abord demander à Steve Waterhouse, d'un point de vue de cybersécurité et de sécurité nationale, on s'entend, quels sont les enjeux et les conséquences potentielles? Tout premièrement, comme tu as dit, Bruno, merci. On loge présentement dans le manège militaire de ce qui est présentement l'unité de réserve, les voltigeurs de Québec. Première unité francophone, canadienne-française, je devrais dire, qui l'unité née en 1862, mais le manège, à sa première version, était en 1885 érigé ici, puis je l'ai vu brûler en 2007, alors que j'étais à la Citadelle dans mes fonctions de militaire là-bas, et a pu renaître, comme vous voyez ici, en 2018. Pourquoi je dis cette histoire-là? Bien, j'aime bien l'histoire militaire, premièrement, mais deuxièmement, le feu a eu lieu pendant les travaux d'installation de pipes de gicleurs dans le toit. Et au moment de faire un peu de chalumeau, bien, il y a des étincelles qui ont mis le feu au bois qui est extrêmement sec. Pour ça, je vous précisais les dates historiques du bâtiment. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, c'est le fun de parler d'histoire, mais surtout, si on ne s'y prépare pas, une étincelle peut mettre à feu et à sang vraiment toutes nos infrastructures essentielles dans lesquelles on prend pour acquis qu'à chaque matin, on va pouvoir faire couler l'eau pour la douche, faire couler un café, mais aussi qu'on va pouvoir à ce moment-là s'éclairer sans trop d'efforts. Ceux et celles qui ont vécu un peu en 98 l'épisode du verglas, que ce soit en Ontario, au Québec ou bien au Nouveau-Brunswick, en savent quelque chose, pendant une vingtaine de jours, voire une trentaine de jours, sans infrastructures essentielles de base, puis vraiment affronter l'hiver dans les conditions les plus, pas très austères, parce qu'on était chanceux. On a eu une vingtaine de morts seulement, mais s'il aurait fait 5 à 10 degrés plus froid, ça aurait été dans les centaines de morts. Ça, c'était prévisible. Cependant, quand on parle justement d'état de la menace, et je vais en parler un petit peu plus loin aussi lorsque j'aurai l'occasion, mais il faut premièrement prendre conscience qu'on n'est plus seul dans notre petit îlot de l'Amérique du Nord. Les fibres optiques qui passent à travers l'océan nous relient à travers la planète, évidemment avec les connexions satellitaires, ce qui fait en sorte qu'on est dans un beau gros village. Et quand on dit « personne ne s'intéresse à qu'est-ce que moi, mon petit commerce, PME, qu'est-ce que je génère et avec qui je transige, etc. » ou comme service public, personne ne s'intéresse à qu'est-ce que je fais ou livre à la population, mais c'est faux. Parce qu'il y a toujours des intérêts économiques et politiques, on l'a vu dans les 12 dernières années. Je veux dire, notre ancien premier ministre nous a fait mal par rapport à ça. Ça a retardé beaucoup le développement économique, ça a retardé le développement technologique, ça l'a même fait polariser la dépendance davantage vers le gouvernement chinois. Et à l'inverse, le gouvernement chinois a commencé à venir s'immiscer, je devrais dire, davantage dans la politique par de la désinformation, mais aussi à se faufiler économiquement. Saviez-vous, puis je ne sais pas s'il y a main levée, il y en a qui croiraient ça, ou quelqu'un peut me répondre à voix haute, quel est le plus grand nombre de centres quelle compagnie a le plus grand centre de données au monde? Est-ce que c'est AWS, Microsoft, Google ou China Telecom? China Telecom a au-dessus de 370 centres de données, puis le compte, je ne l'ai pas juste parce qu'il y a différentes sources, mais c'est une moyenne, partout dans le monde, dont une vingtaine aux États-Unis. On est chanceux, je crois qu'il n'y en a pas encore au Canada. M. Michel, à moins que vous me disiez le contraire. Donc, on est safe pour le moment. Mais aussitôt qu'eux vont rentrer avec une infrastructure qui leur appartient à 100 parce qu'eux, ça ne leur dérange pas. Un peu comme Google, des fois, ils ont du change qui traîne dans les poches. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec nos dizaines de milliards dans les poches? Ils déroulent de la fibre optique partout sur la planète. Le gouvernement chinois il a même ces mêmes capacités-là. Alors, quand ils peuvent se développer indépendamment, c'est nous qu'on perd. Parce que dans les années 80, on avait cet avantage technologique et progressivement, notre avantage s'est fait éroder, vol de propriété intellectuelle, perte d'avantages. Et là, on est à la remorque de tout ce qui est technologique à l'extérieur du pays et surtout dans le contexte électrique parce que je vous donne un exemple, quand on parlait de situation avec le verglas, bien, si demain matin il arrive un épisode d'éruption solaire ou peut-être une autre émanation d'interruption électromagnétique en provenance de quel que soit le contexte géopolitique,
puis des transformateurs à 1,4 million, 5 millions viennent à ne plus fonctionner. Ils n'entraînent pas ces tablettes du bureau en gros chez Canac. Il faut les commander en Chine. Puis le temps de livraison va être quelques années. Alors donc, il y a un élément de préparation, encore une fois, avant que l'étincelle frappe, qu'il faut peut-être anticiper de protéger notre infrastructure essentielle. Pourquoi je vous amène ça? Bien, c'est dans le contexte que s'il faut héberger nos données ici, il faudra peut-être avoir un épine dorsale économique, mais surtout côté approvisionnement en électricité forte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, il y a des changements climatiques, ça a l'air qui s'organisent un peu partout, mais que le Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent, présentement, quand j'y vais plonger, voir les poissons, bien, je commence ma plongée à 70 cm plus près du fond. Il manque beaucoup d'eau. Puis quand vous passez sur le pont Pierre-Laporte, c'est visible, vous pouvez voir les berges là, qui sont davantage vers le centre. Même chose dans les bassins au nord. Pourquoi vous pensez que les négociations avec les Américains, le gouvernement du Québec n'a pas frappé fort pour dire on va vous couper l'électricité? On a acheté plus d'électricité des Américains qu'on en a vendu parce que nos bassins sont à moitié pleins dans le nord. Il n'y a pas assez de précipitations. Donc, ils font des gros projets d'éoliennes, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres alternatives électriques. Il va falloir demander qu'on pense parce que si ça sèche, puis ça vient à 1/3 du fond, on ne pourra plus ouvrir les vannes puis dire hey, on a de l'électricité à volonté. Oups! Là, on parle de gestion encore électrique, pouvoir, gestion de l'environnement. Fait que donc, il faut connaître la menace. On a une menace environnementale, mais des menaces géopolitiques. Hier, pas plus tard qu'hier, des incursions en Europe, en Pologne, de drones russes qui ont fait en sorte que là, la tension a encore augmenté, OTAN versus Russie. Donc, si ça démarre, puis là, les étincelles revolent, excusez le terme, en Europe, assurez-vous que la Chine, eux, sont prêts à faire le saut vers la Taïwan. Puis assurez-vous que l'Iran sont prêts à faire le saut vers une autre place au Moyen-Orient. Voyez-vous un peu la dynamique? Fait que, voilà un autre moment, un momentum avec lequel développer aussi la souveraineté, parce que, veut pas, quand je disais tout à l'heure, on est dans un village, ils vont s'assurer qu'ils vont venir nullifier, voire nous mettre des blind sides, autrement dit, nous aveugler côté électronique, et les centres de données vont en manger une claque. Et si toutes nos données sont chez les voisins qui sont ciblées, oups, bien là, nous autres, on est encore désavantagés, alors qu'on n'a même pas rapport dans ces batailles-là. Fait que c'est pour ça que c'est une autre raison de dire qu'il faudrait peut-être penser justement à consolider notre position, davantage héberger nos choses ici, être maître d'œuvre de nos données, de nos logiciels aussi, d'être moins dépendant. Et là, ce n'est pas une tâche facile, parce qu'une des failles majeures qu'on a dans les administrations publiques, fédérales, provinciales et municipales, tout le monde est sur Microsoft 365. Qu'est-ce qui est arrivé encore avant hier? Panne du nuage Microsoft. Bang. Mer Rouge, coupure de fibre optique dans le milieu de la mer, Pakistan puis l'Inde, plus de Microsoft. Ça ne prend pas grand-chose. Heureusement, on est sur le continent nord-américain où toutes les ressources, la majorité sont là. Fantastique. Mais si vous avez un élément qui est hébergé à l'extérieur, bien, ça ne prend pas grand-chose pour héberger du matériel. Puis comme vous savez peut-être, dans les contrats d'hébergement, c'est marqué que la compagnie va tout faire pour garder l'information locale. Mais ça peut arriver que ça en va soit en Irlande, soit au Japon, soit n'importe où dans le monde pour s'assurer que les données survivent. Mais là, quand ils tombent dans une autre juridiction, c'est une autre histoire si jamais on veut s'attendre que les données demeurent privées comme on s'attend. Alors, il faut prendre connaissance parce que le gouvernement canadien, il fait beaucoup de recherches, de collaboration avec n'importe qui. Je ne suis pas représentant du gouvernement en passant, hein, je suis indépendant depuis un certain temps. Mais pareil, je regarde les collègues, comment est-ce qu'ils travaillent, et il y a une collaboration internationale qui s'installe, parce que le 28 août dernier, il y a une vingtaine de nations et d'agences de cybersécurité sur la planète qui se sont mis ensemble. Ils ont toutes mis sur la table qu'est-ce qu'ils avaient trouvé des pas fins, principalement du gouvernement chinois, et ils ont dit, voici les tactiques, techniques et procédures qu'ils utilisent pour venir miner notre vie électronique. Et c'est comme ça que, comme professionnel, il faut s'en inspirer et regarder si, évidemment, dans les journaux d'audit qu'on dit en français, les logs, est-ce qu'il y en a qui sont venus vraiment nous visiter? Un peu comme on a appris récemment, un acteur de la menace chinois appelé Salt Typhoon, qui s'en prend aux infrastructures de télécommunications. Donc, ça a ressorti aux États-Unis que même le FBI a recommandé, messieurs, dames, si vous voulez garantir votre confidentialité, que vous passez sur les réseaux Internet, chiffrez vos communications. On ne peut pas savoir s'il y en a encore ou pas dans les réseaux télécoms. Même affaire est arrivée au Canada. Dernière minute. En dernière minute, bien, c'est pour dire qu'il y a un fournisseur de télécommunications ici au Canada, à travers les branches, on a pu deviner que c'est Rogers, qu'eux autres aussi se sont fait investir par Salt Typhoon. Et pourquoi et comment se sont fait investir? Il y a une vulnérabilité qui est sortie pour les produits Cisco, les routeurs principalement, donc qui étaient en Edge à l'extérieur vers Internet, qui est sortie en 2023.
Côté, pour ceux et celles qui sont techniques un peu, on va suivre un niveau CVSS 10 sur 10. Donc, sévérité, probabilité que ça arrive, etc., d'exploitation, 10 sur 10. Mi-2025, février 2025, ils ont découvert que, oups, il y a du monde qui se promène dans notre réseau. Pendant quasiment 2 ans complètes, ils avaient plein accès à l'intérieur des réseaux de télécom. Même affaire aux États-Unis, chez les grands télécoms, AT&T, Verizon, tout ça gagne. Donc, ce n'est pas parce que c'est un réseau de télécom, c'est plus sécuritaire qu'ailleurs. Alors, il faut revenir à une base de protéger nos éléments de communication. Si vous voulez mettre de l'information dans un info nuagique, chiffrez-les avant de les donner là-bas, chiffrez-les en transit. On est rendu qu'il faut penser de cette façon-là et pas chiffrer juste à dire qu'on met un petit chiffrement, mais de base, mais il va falloir commencer à penser post-quantique parce que l'ordinateur quantique nous pend au bout du nez, puis c'est ça aussi qui va venir peut-être nous chatouiller à une place qu'on n'aime pas. Steve, merci beaucoup. On va passer au volet juridique avec Vanessa Henry. Je vous demanderais, maître, en termes simples, bien, heureusement, je sais qu'avec vous, on va s'y retrouver et on va avoir l'information concrète, de nous expliquer c'est quoi les interrogations et c'est quoi les enjeux au niveau du juridique quand on parle de souveraineté numérique. Oui, tout à fait. Et pour rebondir également sur ce que Steve explique, les enjeux peuvent être très différents selon qu'il s'agit d'un organisme public, d'un gouvernement ou d'une entreprise privée. Je vais commencer un peu avec le gouvernement, puis je vais revenir à l'entreprise privée pour faire la comparaison. Le gouvernement, en tant que tel, n'est pas un joueur dans le jeu de la souveraineté. Il est le propriétaire de la souveraineté. Et donc, il doit l'exercer pour la garder. Hein, vous savez, lorsque quelqu'un vient cogner à nos frontières, et vous pouvez regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe au Mexique de façon régulière, la présidente va réaffirmer que le Mexique va maintenir sa souveraineté et qu'elle n'a aucune intention de ne pas la maintenir et qu'on lui a demandé la permission avant de laisser passer les gens. Le cloud souverain, c'est un peu ça. Ce n'est pas, c'est pas un donjon, c'est pas une cage, c'est pas une façon de se cacher, c'est un filtre. Pour le gouvernement, ce que ça veut dire, c'est avoir le contrôle de ses actifs et qu'on nous demande la permission pour les prendre, qu'on nous demande la permission pour qu'elles puissent sortir. Alors, le cloud souverain, dans un contexte public, sert de l'extension du pouvoir étatique dont possède déjà le gouvernement. Lorsque le gouvernement signe un contrat avec une grande compagnie étrangère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne une partie de son pouvoir étatique, qui est le pouvoir que nous connaissons probablement le plus fort. Seulement le gouvernement a le droit d'utiliser la force contre quelqu'un. Seulement le gouvernement a le droit de déclencher des élections. Et ce gouvernement, lorsqu'il donne des contrats à l'étranger et qu'il donne le contrôle de notre donnée, il délègue une partie de sa souveraineté. C'est pour ça qu'on perd la souveraineté. Elle n'est pas disparue, elle était là au début. On l'a déléguée. Et c'est là que se pose la question, c'est est-ce qu'on a bien fait de le déléguer, est-ce qu'on la ramène? Alors que pour les entreprises privées, c'est totalement différent. Si vous êtes administrateur, directeur dans une entreprise privée, vous savez que vous avez plusieurs obligations d'agir dans le meilleur intérêt de la corporation et de ses actionnaires. C'est faux qu'au Canada, vous avez l'obligation de faire des profits et que tout le reste n'est pas important. C'est faux. Par contre, vous avez l'obligation d'essayer de faire des profits aussi. C'est normal. Vous avez une entreprise. Alors, c'est normal que lorsqu'on est une entreprise, on doit pondérer différents critères. C'est pas obligatoire quand on est un gouvernement de faire de l'argent. C'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire de respecter les droits humains. C'est obligatoire de mettre des mesures en place pour protéger la vie privée de ses citoyens. Et sachez que d'autres États le font. Donc, par exemple, on le voit également dans l'Union européenne, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur est-ce qu'on veut créer un système juridique pour briser le chiffrement, pour protéger les enfants, pour aller voir à l'intérieur des chats. Ben, OK, ils peuvent prendre leurs décisions, mais moi, si j'utilise une compagnie européenne, ça veut dire que je suis soumis à leur décision de souveraineté. Ah, bien, tant mieux, eux autres étaient capables de la prendre. Moi, si je prends cette décision-là demain, je vais l'imposer à qui? Qui va me suivre? Les compagnies américaines, les compagnies européennes? Personne ne va me suivre parce que je n'ai pas de sujet sur lequel je peux imposer ma souveraineté. L'entreprise privée, elle est le sujet de la souveraineté. Donc, d'un certain côté, elle doit se conformer à la souveraineté. Et aujourd'hui, les entreprises canadiennes doivent vivre avec le fait que leurs fournisseurs ont tous des allégeances différentes qui n'est pas la leur. Alors, ça se peut qu'un fournisseur, par exemple, ait même plus qu'une allégeance. Par exemple, sous le RGPD, je n'ai pas le droit de transférer des données européennes à un autre pays sans consentement, alors que sous le Cloud Act, je suis obligé de le faire.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je ne veux pas aller en prison, puis il y a juste les États-Unis qui vont me mettre en prison, alors je vais transférer les données. Parce que ce sont les directeurs et administrateurs qui pourront être arrêtés à leur nom personnel, parce qu'on parle ici de défier, si on veut, l'ordre public, voire même un ordre de la justice et des policiers. Donc, non seulement ça met les entreprises dans une drôle de situation, c'est extrêmement difficile à comprendre juridiquement pour une entreprise de comment il s'est ramassé au milieu de tous ces fournisseurs-là. Si vous vous conformez à la loi 25, si vous vous conformez à plusieurs de ces lois qu'on a au niveau des renseignements personnels, on est obligé de faire une analyse de risque avant un transfert transfrontalier. Alors là, je fais une analyse de risque. Je ne sais pas comment vous faites la vôtre, mais la mienne, elle finit jamais bien. Mais par contre, tous les transferts se font. Tous les transferts se font. Parce qu'on se dit, ben, j'ai pas le choix. Et c'est ça la réalité. C'est aujourd'hui, le monde ne font pas l'analyse parce qu'ils savent déjà c'est quoi le résultat, mais ils savent déjà qu'ils n'ont pas le choix d'accepter le risque. Donc, la loi nous paraît caduque et non pertinente. Elle est caduque et non pertinente parce qu'il n'y a pas de choix réel. Comme quand on fait un consentement dans les réseaux sociaux, on a le choix de plus jamais voir nos amis en ligne ou de tout donner nos données. Alors, ce sont des faux consentements. Les entreprises n'ont pas l'impression d'avoir des choix réels. Maintenant, il faut savoir qu'une entreprise, souvent, va penser que c'est tout ou rien. Ce n'est pas nécessairement le cas. On peut avoir un cloud souverain et filtrer certaines données qui vont pouvoir aller vers des entreprises peut-être qui offrent des SaaS très spécialisés. Ce qu'on peut appeler, par exemple, une infrastructure de data tiering dans laquelle les données très, très sensibles vont rester. Mais, par exemple, un courriel qui est peut-être un peu moins sensible, je vais pouvoir travailler avec un cloud SaaS qui va m'offrir un service, par exemple, de marketing. Alors, pour une entreprise, c'est une question également de compétition. C'est une question de comprendre comment je fais pour avoir accès à tous ces fournisseurs-là que je veux garder, tout en gardant le contrôle. Admettons qu'une entreprise réussit à faire une migration qui se porte bien et a réussi à aller dans un cloud souverain. Qu'est-ce qu'elle gagne? Bien, numéro un, elle gagne une grande simplicité contractuelle. Avez-vous déjà essayé de poursuivre une compagnie américaine? Avez-vous déjà essayé de poursuivre un GAFAM? Je, comme avocate qui fait de la technologie à temps plein, n'ai jamais réussi à écrire un avocat chez Google. Il n'en a aucun au Canada qui va répondre à aucun courriel. C'est impossible de parler à personne et c'est impossible de négocier. C'est contre nos valeurs canadiennes, le principe de la liberté contractuelle, le principe sur lequel l'État décide de ne pas se mêler de nos affaires. Il dit, bien, vous avez négocié comme deux grands adultes. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Alors, on n'a pas l'aide de l'État et on n'est pas capable de négocier. Donc, effectivement, la majorité des gens ne sont pas capables de rien négocier. En ayant des entreprises canadiennes, non seulement on peut négocier des contrats avec des gens qui sont plus ou moins nos égaux, mais en plus de ça, on peut les poursuivre en cours, chez nous, et profiter du droit de la consommation, un des meilleurs régimes protecteurs au monde en droit de la consommation au Québec. Et nous n'en profitons pas parce que les GAFAM, carrément, n'y répondent pas. Carrément, ne traduisent même pas leurs produits en français parce que nous sommes un marché trop petit et parce qu'ils peuvent se payer l'amende. En ayant des entreprises canadiennes, c'est aussi simple que ça, une entreprise canadienne ne peut pas perdre sa réputation comme ça si elle sert le Canada. Alors, on perd peut-être un fournisseur, mais on gagne un partenaire qui est égaux. Donc ça, c'est numéro un. On simplifie notre conformité. On peut devenir également compétitif. Parce qu'en Europe aussi, ils aiment bien travailler avec des compagnies canadiennes qui sont hébergées ici. On a des bons partenaires d'affaires ailleurs et en ce moment, la crainte que nous partageons à l'égard de notre partenaire d'affaires qui est au sud, qui est beaucoup plus grand que nous, est une bonne réflexion. Le Canada qui essaie de négocier avec les États-Unis, c'est à peu près ce qui se passe quand vous essayez de négocier avec Microsoft. C'est à peu près une très, très bonne image. Et en travaillant avec des partenaires, des clients, dans un écosystème plus varié, bien, tout le monde y gagne, dont la compétition. C'est plus dur de monter ses prix quand on a des compétiteurs. Bon, sauf si on est dans un cartel de prix, là, mais si on est à l'international, les compagnies, ultimement, vont gagner avec ça parce qu'elles peuvent avoir des services compétitifs, des services différents, des contrats d'affaires, des plans. Qu'est-ce qui arrive si demain, je dois sortir du cloud? Ils disent, bien, faites-vous un plan de sortie. Mais ce plan de sortie-là, c'est juste vous qui écrivez quelque chose parce que la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est essayer de downloader des copies. Donc, tout ça pour dire que pour une entreprise privée, effectivement, c'est beaucoup plus simple de se conformer à la loi 25. Ceci, en soi, n'est peut-être pas le plus grand argument. Le plus grand argument, c'est que votre plus grand fournisseur est votre hébergeur de données et c'est probablement le fournisseur en qui vous avez le moins confiance. Alors, comment peut-on même parler de cybersécurité? On n'a même pas confiance qu'ils vont nous aviser lorsqu'il y a des accès. Sachez par ailleurs que le cloud
par exemple de Microsoft, comme plusieurs autres, ont des accès jusqu'en Inde, ont des accès ailleurs, même lorsque le cloud est hébergé au Canada. Et la plupart de nos clients aujourd'hui ne comprennent pas nécessairement la différence entre l'hébergement et la souveraineté. La souveraineté, c'est le contrôle. L'hébergement, c'est où se trouvent les données. On peut avoir une souveraineté sur une entreprise sans avoir les données hébergées au Canada. La souveraineté numérique, la souveraineté de données, c'est avoir les deux ensemble. Et non, ça ne vous coupe pas du reste du monde, mais ça vous permet vraiment d'avoir une fondation qui est plus forte au niveau de votre parc informatique parce que vous avez, comme je vous dis, une relation contractuelle qui est réelle et il y a des conséquences réelles lorsqu'on casse le contrat d'un part et d'autre. Vanessa Henry, merci beaucoup. C'était clair. Merci. Et quel beau lien avec mon prochain invité, Robert Michon, parce qu'on parlait justement du vrai cloud souverain. De plus en plus, si on fait l'ABC de la souveraineté numérique, on voit de plus en plus les géants, on va dire américains, mais on peut penser à d'autres, qui viennent offrir aux entreprises, aux organisations québécoises, un cloud souverain, en disant oui, on vous offre ça. Mais dans les faits, et Vanessa commençait à en parler, ça signifie quoi, cette situation-là, quand on parle de cloud souverain? Effectivement, il y a beaucoup de confusion au terme de cette définition-là, puis qu'est-ce que le cloud souverain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si je me mets dans un pot d'un directeur TI, puis je suis sensibilisé à l'enjeu des données souveraines, et je cherche un cloud souverain, on le voit sur Google, puis le premier nom qui apparaît, c'est Micrologic, le plus grand cloud souverain du Canada, puis on aimerait ça qu'il arrête là, puis il nous appelle. Mais il continue sa recherche, puis il voit AWS, Cloud souverain canadien, on garantit que vos données vont rester ici au Canada. Et la même chose pour Azure, puis la même chose pour Google. Ils offrent tous les quatre un cloud souverain, donc on demande à ChatGPT, puis ChatGPT nous confirme que tous les clouds sont souverains. Donc on est vraiment dans la confusion totale. La différence, notre définition de cloud souverain chez Micrologic est basée sur 4 critères très précis. Le premier, c'est la localisation des données. Puis c'est ça, le critère auquel répondent les clouds souverains des hyperscalers américains. Ils peuvent garantir qu'ils vont héberger nos données dans leur centre de données au Canada. Donc, c'est bien, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant pour garantir la protection des données. Comme on l'a mentionné, ils sont soumis au Cloud Act, ils sont soumis aux autres FISA 702. Donc, le gouvernement américain peut venir chercher ces données-là sans notre consentement. Le deuxième critère que nous, on applique, c'est la souveraineté opérationnelle. Ça veut dire que le monde qui opère ces données, ces centres de données-là, ces clouds-là, sont logés au Canada. Et tous les données, des métadonnées génériques, des fameux journaux d'opération, se trouvent également au Canada. C'est une subtilité assez importante. Les hyperscalers américains, le plus souvent, les opérations sont faites dans des grands technocentres en Inde. Donc, un ingénieur qui est assis à Bangalore opère notre cloud souverain canadien et il n'a rien à cirer de la loi 25. Il n'a jamais parlé de PIPEDA. Ça ne le concerne pas. Donc, il y a une déconnexion là, de responsabilité envers nos lois canadiennes si l'opération n'est pas souveraine. Troisième critère, c'est la souveraineté légale. Donc, l'opérateur du cloud doit être une compagnie canadienne ou à 50% canadien, ou peu importe le critère qu'on utilise, mais l'élément essentiel, c'est que l'entreprise n'est pas soumise à aucune loi étrangère. Donc, je reviens au commentaire de Steve. China Telecom, s'il y a un centre de données au Canada, il existe une loi un peu similaire au Cloud Act en Chine qui oblige tout citoyen et toute entreprise de collaborer avec le gouvernement chinois dans ses efforts de contre-espionnage. Donc, c'est la raison pour laquelle Huawei a été écarté du 5G ici au Canada. Donc la souveraineté légale nous assure que l'entreprise qui opère le cloud est soumise uniquement aux lois du pays. Quatrième critère, c'est la souveraineté technologique.
celle-là est un peu plus nuancée, je dirais. Parce que dans un monde idéal, on aimerait que le stack technologique, tout le hardware, tous les logiciels soient canadiens. C'est peut-être irréaliste. Mais je regardais une série Netflix le mois dernier sur la guerre froide, puis il faisait une entrevue avec un journaliste est-allemand dans les journées qui précédaient le chute du mur de Berlin. Puis il décrivait les manifestations populaires dans les villes est-allemandes qui ont assisté à cette provocation de chute, puis il a dit cette phrase merveilleuse. Il dit « Des fois, c'est très utile d'avoir des rêves irréalistes. » Donc, ce rêve irréaliste-là d'avoir un stack canadien peut nous guider dans les choix, à décider quelles sont les technologies que c'est hyper important que ce soit canadien. Quelle technologie qu'on peut confier à un fournisseur d'un pays qui a des droits et des valeurs similaires aux nôtres. Donc, on peut... Mais pour nos gouvernements, ils peuvent aussi guider des décisions d'investissement, de développement économique, pour dire, ça, c'est un secteur qui est crucial à notre souveraineté, on va investir pour développer ça. On prend un exemple qui me touche de proche. Le gouvernement du Québec n'a jamais décidé que les centres de données, c'était un secteur industriel important pour eux autres. Avec le résultat que 80% des centres de données au Québec sont de propriété américaine. Le critère que le gouvernement, le ministère de l'Industrie, Investissement Québec, utilisait, c'est la création d'emplois. Un centre de données ne crée pas beaucoup d'emplois directs. Donc, pour eux autres, ce n'était pas un investissement qui était valable selon leurs critères. Par contre, si on regarde ça avec la lentille de la souveraineté numérique, c'est archiment important. Donc, on a peut-être manqué une opportunité là parce qu'on n'avait pas cette rêve irréaliste comme roadmap d'investissement. Mais si on réduit ça à une rêve réalisable, c'est que, puis ce qu'on fait chez Mycologique, c'est que quand il y a un fournisseur canadien qu'on peut utiliser, on va l'utiliser. Mais il y a certaines technologies qui sont disponibles seulement dans un fournisseur américain où c'est le meilleur choix pour nos besoins. À ce moment-là, on fait une analyse de risque pour s'assurer que ce fournisseur-là n'a pas accès à notre infrastructure, pas accès aux données, et qu'on est capable d'opérer de façon indépendante. Il n'y a pas de kill switch, il ne peut pas nous fermer les lumières s'il arrive une dispute quelconque entre nous et le fournisseur. Puis ces 4 critères-là, je reviens à l'intervention de Stéphane, sont tous dans les critères de Secnum Cloud. Si on substitue Union européenne pour Canada, on pourrait appliquer le label Secnum Cloud à un cloud souverain canadien comme Mycologique, mais les clouds dits souverains des hyperscalers ne répondraient pas aux critères requis. Voilà la différence. Merci beaucoup. Avant de revenir à Stéphane Ricoul, je vais aller voir Sylvain Amoureau, parce que un des défis, on l'a mentionné dans la journée, mais un des défis qui a à voir avec l'infonuagique souverain, avec l'IA aussi dont on parle, c'est tout le défi de l'énergie. Et si on dit que l'IA, c'est l'enjeu du 21e siècle, la question du climat dans l'utilisation de ces technologies-là, c'est aussi un enjeu. Il faut être conscient de ça si on veut bâtir une infrastructure souveraine à la grandeur du Québec. Vous, c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps. Vous cherchez là-dedans. Vous enseignez cette matière-là. Comment vous voyez cet angle-là de la question? Avant de parler de comment moi je le vois, je dirais qu'au niveau des gouvernements, malheureusement, aujourd'hui, c'est une question qui est un petit peu moins importante. Stéphane, tu parlais d'un monsieur jaune tout à l'heure. On sait très bien qu'il est climato-sceptique. Dans l'Europe, évidemment, dans l'Afrique et dans l'Asie, c'est un grand sujet. Il y a eu 260 millions de réfugiés climatiques sur les 10 dernières années. C'est énorme. Maintenant, si on se tourne vers le Canada, le mot gaz à effet de serre n'a pas été prononcé dans le discours du trône de Carney.
on vient de nommer un ministre de l'Environnement qui nous demande de le lâcher avec les GES. Donc on voit que la volonté politique, malheureusement, n'est plus là. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que dans un sens, le Canada, on est quand même le 4e pays exportateur de pétrole au monde, après l'Arabie Saoudite. Alors, il ne faut pas l'oublier. Si je fais un lien avec le capitalisme dans cette idée-là, c'est sûr qu'il y a une linéarité entre capitalisme, société de consommation, production de biens et réchauffement climatique. Pour fabriquer des biens, il faut de la matière, il faut de l'énergie. L'énergie, on est très chanceux au Québec, elle est à 94% sur de l'hydroélectricité, mais malheureusement, elle est à 80% fossile dans le monde. Donc forcément, plus on produit, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on réchauffe la planète. Dans les accords de Paris où on visait un réchauffement de 1,5 degré, malheureusement, on vient de l'atteindre en fait en 2024. C'était l'année la plus chaude jamais enregistrée avec un réchauffement d'1,5 degré. Donc là, on veut aller vers 2 degrés. 2 degrés, pour vous donner une idée, il faudrait réduire les GES de 5%, donc le PIB de 5%. Grosso modo, c'est quoi? On a réussi à le faire 3 fois dans l'histoire moderne, pendant le Covid, parce que c'est réaliste, hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a éradiqué le système industriel japonais et allemand, et sinon il y avait la crise de 29. Donc on voit que le lien avec dans notre société capitaliste aujourd'hui, ce n'est pas du tout réaliste. On veut toujours faire plus, et si on regarde maintenant au Canada, il fait froid, on a 20% des réserves d'eau mondiales. Mais Steve, tu en parlais tout à l'heure, Hydro-Québec, au printemps, a quand même déclaré une perte de bénéfices de 18%. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'eau dans nos barrages. Donc forcément, on voit aussi la sécheresse avec les agriculteurs. Donc le risque écologique est avant tout économique, il est majeur, et il y a une crise d'énergie qui est bien réelle. Okay. Je vais faire le lien maintenant avec le numérique, okay, après avoir mis la table sur ces éléments-là, parce que puis j'ai 2 questions très simples. Qui n'a pas, à main levée, hein, qui n'a pas de téléphone connecté à Internet dans la salle? Personne. Personne. Maintenant, qui a changé son téléphone lors des 3 dernières années? Oups. Quasiment. Bon, la semaine prochaine. Bon, mais quasiment toute la salle. Et c'est exactement ça le problème auquel on fait face. Pour embarquer sur Internet, pour naviguer, communiquer, utiliser de l'IA, il nous faut des appareils, il nous faut des serveurs, il nous faut des réseaux. Et tout ça, évidemment, il nous faut de la matière et de l'énergie pour le fabriquer. Donc, je conviens que le champ lexical du cloud est très immatériel, mais le web, c'est matériel. Le web, c'est 10% de l'électricité mondiale, c'est des gros câbles au fond de l'océan. Alors là-dessus, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il nous faut des appareils. En 2020, il y avait 34 milliards de devices libres sur la planète. Okay, donc tout ça, c'est évidemment énorme. Et ces 34 milliards-là, ça fait que, grosso modo, en fait, 80% de la pollution qui vient du numérique, elle vient de la fabrication, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, il faut changer. Hein. Le recyclage, ce n'est pas une solution, parce qu'il y a environ 17% des appareils électroniques qui sont recyclés, le reste est brûlé ou enterré, donc ça continue à augmenter des GES. Évidemment, il nous faut de la matière pour créer tout ça. Donner un ordre de grandeur, un laptop de 2 kg, okay, comme il y a par exemple sur la scène là-bas, ça nous prend 800 kg de matière, quasiment 1 tonne. Okay, donc il faut aller chercher extrêmement de matière. Ça se raréfie, ça crée des guerres politiques et autres. Donc ça m'amène à quoi? Au fait que si on regarde en 2020, Internet c'était déjà 4% des gaz à effet de serre mondiaux. On va dire ouais, c'est pas beaucoup. L'industrie de l'aviation, c'est 2%. Okay, donc on pollue déjà 2 fois plus que les avions. Et en 2025, il n'y a pas de chiffre précis, mais on pense que ça a déjà doublé. On est aux alentours de 8%. Le poids d'une page web,
ça ne va pas nous rajeunir tout ça, mais en 20 ans, elle a augmenté de 115 fois. D'accord? Donc le web est de plus en plus lourd. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que le numérique serait le plus gros polluant en 2050? Il y a plusieurs chaires de recherche qui ont fait des modélisations et ce n'est pas impossible. Et l'IA est clairement notre temps plein. Si on regarde l'unité de consommation de l'IA, prendre une petite discussion de 400 tokens sur une intelligence artificielle générative que je nommerai pas, on parle d'environ 7 charges de iPhone pour 400 tokens. Consommation d'eau, on est en dessous des 10 millilitres d'eau, mais c'est quand même beaucoup. Alors, c'est intéressant de voir aussi dernièrement qu'avec cette montée de la consommation énergétique, il y a des GAFAM qui se portent acquéreurs de projets de centrales nucléaires. On voit Microsoft qui l'a fait aux États-Unis. Donc, puis, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Je ne suis pas du tout réfractaire au changement. Au contraire, j'enseigne le changement en marketing. Là où je suis mal à l'aise, c'est que je suis persuadé qu'il y a un autre numérique qui est possible. On l'a vu avec d'autres industries comme l'industrie automobile. Est-ce que ça donne un bon portrait? Mais j'ai presque le goût de vous dire, mais est-ce qu'on peut faire de l'info-numérique vert? Alors, est-ce qu'on peut le faire? Ben, oui, clairement. Bien que j'essaye de ne jamais prononcer le mot vert, Non, car c'est toi qui l'as dit, côté greenwashing en marketing. Mais tout à l'heure, Stéphane a très bien parlé de l'éco-responsabilité des serveurs. Puis, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un argument, le fait qu'on soit sur de l'énergie renouvelable quasiment à 100% au Québec. Néanmoins, je pense que ce qui est important, le premier pas des entreprises, comme elles le font sur d'autres éléments du numérique, on mesure tout depuis 25 ans. On mesure, que ce soit en marketing, le coût d'acquisition, le coût des campagnes, que ce soit en pure IT, le total cost of ownership d'un système et autres, on aime tout mesurer. On devrait commencer à mesurer aussi le coût énergétique de nos solutions, donc indirectement le gaz à effet de serre, et avec la montée des coûts de l'énergie, on pourrait aussi être plus productif. Je ne pense pas qu'il y ait aucun CFO dans la salle qui aime le gaspillage. Donc encore une fois, au coût de l'énergie qui augmente, il y a un risque pour nos entreprises de ne pas mesurer la puissance des systèmes. Patrice en a parlé aussi ce matin à 11h, c'était intéressant, sur le fait, est-ce qu'on fait toujours affaire avec est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent au niveau du GenAI? Je ne citerai pas encore, je ne vais pas faire de la publicité au plus gros, mais est-ce qu'on est capable d'installer notre propre solution avec un modèle ouvert sur des serveurs hébergés au Québec qui fonctionnent sur de l'énergie renouvelable? Définitivement. Si je regarde maintenant l'aspect au niveau des plateformes numériques, par exemple, donc plus l'aspect on utilise, on a des sites web. On a fait une étude à la chaire l'année passée où on s'est amusé à mesurer la pollution générée par les banques au niveau numérique, puis à les classer. D'accord? On s'est aperçu qu'en fait, il y a 3 banques qui génèrent les 2/3 de toute la pollution numérique. Est-ce qu'elles le savent? Absolument pas. Parce que justement, elles ont un positionnement de marque assez éco-responsable. Est-ce qu'elles ont des noms, ces banques-là? Oui, il y en a une qui a le logo vert. Mais non, en gros, la TD, évidemment, était mal classée dans notre ranking. C'est celle qui a l'efficience éco-énergétique la plus faible. Donc il y a un besoin, encore une fois, si ce n'est pas mesuré, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne mesure pas, on ne le sait pas. Maintenant, si on le sait, est-ce qu'on est capable d'éco-concevoir des plateformes numériques, d'éco-concevoir des campagnes numériques? Tout à fait. Aujourd'hui, si on regarde les clouds aussi, quand on parle on a parlé d'Amazon, donc Amazon, c'est vrai, fait des revenus sur le cloud, mais quand on parle de Meta, de Google, eux, par contre, c'est des centrales publicitaires. Donc, est-ce qu'on est capable de travailler aussi avec d'éviter ces clouds-là qui, en fait, font de la compensation carbone pour arriver à descendre leur GES? Il n'y a aucune solution là-dessus. Donc je pense qu'il y a un cercle vertueux entre la responsabilité numérique des entreprises, le fait de vouloir être souverain, le fait de vouloir être hébergé au Québec, de se rapprocher de son consommateur aussi. Donc d'avoir un site plus rapide, un site qui offre une meilleure expérience,
La rapidité d'un site web aussi, c'est un des gros critères pour Google pour mieux nous positionner dans les moteurs de recherche. Et donc forcément, si je dépense plus, si j'ai plus de visiteurs naturels, oui, en effet, j'ai moins besoin de dépenser en médias. Donc là aussi, il y a une économie de coûts à aller chercher. Donc globalement, une ligne de retour sur investissement qui est positive, avec une externalité environnementale qui est positive aussi. Je vous arrête là. Merci pour les 10 minutes. Merci. Stéphane, je reviens à vous. Vous l'avez brièvement abordé, mais je veux qu'on revienne sur la question. Du point de vue de la valeur de la donnée, la souveraineté numérique, l'indépendance numérique, ça veut dire quoi? J'étais là au dévoilement de l'étude HEC. Puis une des choses qui m'a scié les deux jambes, c'est que ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est pas tant le site web que le marketing numérique, effectivement. Donc, la valorisation ou le traitement de la donnée qui est réalisé pour amener les gens vers le site web de la banque. Puis ça, là, je trouve ça, pour moi, le vrai enjeu, je suis d'accord avec tous les enjeux que vous avez nommés. Okay? Mais il y a un autre enjeu qui est extrêmement important, c'est la fiscalité. L'économie, aujourd'hui, les géants du numérique voient nos vies, à nous tous, comme un gigantesque marché pour eux, mais c'est open, honnêtement. Puis les bénéfices que nous, on en retire sont minimum, comparé à la valeur que eux génèrent, qui est maximum. Aujourd'hui, on vit dans une ère qui est beaucoup plus économie numérique que économie traditionnelle. Les statistiques montrent que d'ici 2030, c'est probablement 22% du commerce mondial qui sera numérique plus qu'autre chose. Bref, on s'en va vers cette tangente-là. Or, on ne fait rien avec ça. Les systèmes fiscaux, les modèles fiscaux qu'on a, l'assiette fiscale, elle est calculée sur une économie, je vais dire, traditionnelle. Puis on le voit, on a essayé de créer une taxe sur les services numériques, que notre Premier ministre, comme tous les autres dans le monde, a dit « Ok, bon non, j'arrête parce que Donald Trump n'est pas gentil, donc on ne la fera pas. » On essaye d'imposer aujourd'hui, d'aller chercher une part de la recette fiscale, mais sur des modèles qui datent du siècle dernier, voire avant ça. Puis pour moi, l'enjeu, il est là. On n'a pas adapté nos règlements fiscaux en lien avec l'accélération de l'économie numérique, la vitesse du numérique. Puis, en fait, je ne fais pas de reproche là parce que c'est normal. Le numérique va beaucoup trop vite pour n'importe quel État qui voudrait adapter ces règlements fiscaux. Ça se peut comme juste pas. Reste que on ne réfléchit toujours pas à l'économie numérique quand on le regarde d'un point de vue de l'imposition. Les géants du numérique font leur cash sur nos données. Nous, on impose leurs revenus ou on impose leur profitabilité. Eux, ils disent « Ok, parfait, j'envoie tout ça en Irlande. Je ne paye quasiment pas d'impôts. » Il y a des mécanismes en place qu'on connaît bien. Puis ben, nous autres, on dit « Ah, mince, ils ne font pas beaucoup de revenus chez nous. » Donc, on ne récupère pas la part de la valeur qu'eux génèrent. Moi, ce que je pense, c'est que le vrai défi, il est là. Il faut repenser, d'un point de vue numérique, la fiscalité. Puis repenser la fiscalité d'un point de vue numérique, c'est de se dire, ben, on va imposer ce avec quoi ils font du cash. La data, la donnée. Est-ce que c'est possible? Dans la théorie, la réponse est oui. J'ai participé à un panel avec un économiste qui était à côté de moi qui disait « c'est n'importe quoi ce que tu avances, Stéphane, ce n'est pas réalisable ». Ma réponse a été « j'adore que tu me dises ça parce que toi, tu es encore en train de réfléchir dans ton cadre du 20e siècle. Puis c'est normal, c'est ça qu'on t'a enseigné, c'est ça que tu fais à tous les jours. Tu ne réfléchis pas en mode disruptif, excusez l'anglicisme. Or, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Quand on héberge notre donnée chez un des fournisseurs infonuagiques, probablement Micrologique aussi,
vous facturez le client en fonction de la quantité de données qu'il va héberger sur vos serveurs. Donc vous le savez, vous la connaissez, la quantité de données. Est-ce qu'on serait capable de dire, pour X téraoctets, il y a un impôt. Puis plus tu accumules de la donnée, plus ton impôt monte. Un peu comme plus tu gagnes ta vie, mieux tu gagnes ta vie, plus tu es imposé. Est-ce qu'on pourrait faire ça? La réponse est techniquement oui, on est capable de mesurer la donnée. Est-ce qu'on est capable de taxer le flux de données? Qu'est-ce qui passe dans les câbles sous-marins? Tout le monde le sait, ce qui passe dans les câbles sous-marins. En tout cas, les propriétaires des câbles le savent. Donc oui, on est capable de mesurer et de taxer ça. Est-ce qu'on est capable de taxer les différents types de données? Une donnée générale, c'est tel X pourcentage d'impôt. Une donnée personnelle, c'est un peu plus. Une donnée sensible, santé, orientation sexuelle, religion, peu importe, c'est le maximum imposable. Est-ce qu'on est capable de qualifier la data? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a une volonté de faire ça? La réponse est non. Est-ce qu'on a la possibilité de faire ça d'ici les 3 prochaines années et demie à cause du monsieur Orange? La réponse est non, on s'entend. Au-delà de ces 3 ans et demi, peut-être que oui, ça dépend. Ça dépend qui sera là. Donc on aurait 3 ans et demi devant nous pour y réfléchir. Est-ce qu'on y réfléchit? La réponse est non. Est-ce qu'on devrait y réfléchir? La réponse est oui. Je fais ça en moins de 10 minutes. Merci beaucoup. Steve, je vous voyais réagir quand tu le disais. Pour la classification des données, c'est comment je dirais donc, c'est une légende urbaine. Parce qu'à un niveau personnel, quelqu'un est-il capable de créer une donnée puis d'apposer un niveau de confidentialité ou du moins une importance à celle-ci versus vers où que ça s'en va, vers l'auditoire et où il veut le verser, que ce soit les médias sociaux ou peu importe la correspondance. Au niveau gouvernemental, on l'a induit, ça là. Ça a été reçu, un décret qui était passé en décembre 2024, où il y a maintenant un plan de classification de l'information, partiel, parce qu'ils ont oublié un plan pour faire la classification physique. Et je m'explique parce que au gouvernement fédéral, c'est là depuis Mathusalem, depuis 60 ans, 70 ans, c'est mature, et ce que la donnée, elle est classée, d'intérêt général versus intérêt à portée nationale. Et la différence, c'est qu'au gouvernement du Québec, ça a été fait pour classer l'information électronique seulement. Donc, si j'ai un courriel qui a une réputation d'avoir la réputation de donner une évaluation qui, à ce moment-là, peut causer un préjudice grave à quelqu'un, il va être classé, protégé B, comme au fédéral. Mais si on l'imprime sur papier, on le store où, ce papier-là? Parce qu'il y a des imprimantes encore, là, vous ne voyez pas, là. Des fax même, j'ai déjà entendu ça. Fait que donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Alors, c'est là qu'il y a un élément qui est manquant. Et quand on dit qu'on pourrait mesurer ça, ça de base, présentement, sans formation adéquate, c'est une interprétation très personnalisée qui se ferait. Et il y a présentement, même dans le secteur de la police ou de la défense, c'est surclassifié. Donc, les gens surestiment l'importance souvent de la donnée et qui ferait en sorte qu'on surtaxerait les gens de cette façon-là. Merci pour chacun vos présentations en solo. J'aimerais vous poser des questions, et là, donc, j'ouvre la discussion. On l'a abordé plusieurs fois aujourd'hui, jusqu'à maintenant, sur le fait que depuis au moins 6 mois, là, mais particulièrement dans les derniers 6 mois, il y a comme une prise de conscience par rapport aux dangers qui planent sur nous. Mais avez-vous l'impression, puis je reviens un peu, c'est l'écho de ce que Stéphane Garneau disait, il y a des gens qui sont plus conscients de la chose, mais on voit encore peu de mouvement, de passer, faire l'étape. Donc, on voit le risque, c'est un peu comme si on voit le mur, mais on continue à rouler vers le mur. Qu'est-ce que ça va prendre? Vous êtes en contact, chacun dans votre domaine, avec un type de clientèle. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire bouger les choses? Je ne sais pas, qui veut oser? Steve? Je vais oser parce qu'il y a déjà un précédent créé en 2022 qui est, premièrement, le Québec s'est lancé à faire un ministère de la cybersécurité, un ministre qui était dédié pour amener cette stratégie-là plus loin. Et après ça, créé en juin 2022, un Rassemblement fédéral provincial territorial de tout ce qui est TI au pays. Et donc, toutes les provinces et territoires se rassemblent tous les 6 mois. Ça, c'est votre époque quand vous étiez au gouvernement? Oui, tout à fait. Et j'ai pu contribuer à ça. Je suis fier d'en parler avec engouement. Et de cette façon-là, ça se poursuit aujourd'hui. Cependant, il manque de mordant et c'est juste des discussions que ça a lieu, très peu de précédents pour à ce moment-là dire « Hey, oui, ensemble, on fait ça ». On l'a vu dernièrement, il y a 2 semaines, l'Alberta a sorti son portefeuille numérique qui permet à ce moment-là d'avoir une carte d'assurance maladie sur son téléphone. Le projet qui était ici au Québec
prête à sortir en 2022, mais ça a été encore en attente, puis on attend aussi que ça débloque. Toutes sortes de raisons. Mais il reste que fondamentalement, il y a des initiatives comme ça qui sont prises. Donc, quand j'ai posé la question à Sami Khoury, l'ancien directeur du Centre canadien de la cybersécurité en mars dernier, alors qu'il prenait sa retraite, il dit « Sami, vas-tu former le prochain ministère de la cybersécurité fédérale? » Il dit « Non. » Il dit « C'est pas dans les cartons du gouvernement fédéral. » Donc, on est au gouvernement fédéral encore dans un immobilisme, qu'il y a 4 agences qui doivent prendre une décision sur des stratégies de cybersécurité au pays, alors qu'au Québec, un seul ministère y voit. Est-ce que c'est optimal? C'est en voie de réalisation. Mais beaucoup de provinces comme la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, l'Ontario, la Colombie-Britannique prennent exemple sur cette initiative que le Québec a faite. Je vais renchérir et encore une fois, je vais diviser entre qu'est-ce que ça va prendre pour le public et qu'est-ce que ça va prendre pour le privé. Parce que pour le public, c'est une décision qui peut être faite. C'est même un décret qui peut être passé. Donc, c'est une décision que ça va prendre. Vous l'avez bien présenté, il y a plusieurs autres États qui l'ont fait. Quelque chose qui revient souvent, c'est le concept de certification, le concept d'identifier le produit comme rencontrant les exigences. Et ça peut se faire dans les appels d'offres, justement, comme on le fait ailleurs. Pour avoir fait la revue de plusieurs appels d'offres, les appels d'offres sont très souvent déficients, que ce soit au côté de la cybersécurité, au côté de l'hébergement, au côté de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la structure. En ayant un programme dans lequel on peut identifier, présélectionner certaines entreprises et les désigner comme ayant un cloud qui est souverain ou ayant peut-être pour certains un cloud qui est semi-souverain, mais il faut les désigner. Parce que même pour les gens qui sont dans le domaine, ce n'est pas tout le monde qui comprend le cloud souverain. Et c'est ça que les gens en marketing voulaient. Ils vous ont parlé d'un cloud, d'un data lake, mais ils vous ont jamais parlé de fils qu'ils allaient mettre dans le fond de l'océan. Ils vous ont jamais parlé de data center qui était tout chaud en dessous de la Californie. Non, ils vous ont parlé de nuages. C'est sûr que c'est difficile pour les gens quand ils écrivent des contrats après. C'est sûr que c'est difficile pour un propriétaire d'entreprise de comprendre qu'il y a un choix et de comprendre que le choix est au-delà de l'hébergement. Alors, on va devoir non seulement sensibiliser les gens avec l'information claire et avec des vrais mots. Des vrais mots. C'est pas un parc, c'est pas un lac, puis c'est pas non plus un nuage. Il faut vraiment être clair. Et là, on va pouvoir arriver à quelque chose après. Et on va pouvoir arriver à des certifications. On va pouvoir arriver à éduquer, oui, les entreprises, mais même les consommateurs. Qui ici, comme parent, préfère que le petit toutou qui regarde son enfant soit hébergé au Canada? Pas mal tout le monde, je pense. On préfère que les données de nos enfants soient plus près. Parce que s'il y a quelque chose, on a confiance en comment elles vont être accédées. Si elles sont mal accédées, on a confiance qu'on va pouvoir se plaindre qu'elles ont été mal accédées. Alors, ce n'est pas juste l'entreprise, c'est le consommateur aussi, mais malheureusement, c'est très difficile de faire la différence entre un produit qui est souverain, un produit qui est hébergé. Vous en avez parlé, même quand on fait des recherches Google. Ce n'est pas une certification, n'importe qui peut le dire. On est souverain, on est souverain, on est souverain. Et en plus, le mot souverain étant un concept juridique en soi, n'est pas non plus simple pour la majorité des gens. Alors, je pense qu'il manque vraiment une classification des produits. Il manque une volonté gouvernementale, parce que peut-être que non, on ne peut peut-être pas punir les entreprises étrangères, mais on peut récompenser les nôtres, on peut les prioriser, on peut les aider, parce que c'est une infrastructure essentielle. La majorité des ponts ont été payés par des gouvernements. La majorité de nos infrastructures essentielles sont subventionnées par des gouvernements et aujourd'hui sont maintenues par des gouvernements parce que c'est nécessaire. Oui, on peut demander des entreprises publiques de prendre le relais, des entreprises privées, etc. Mais d'abord et avant tout, il y a une décision gouvernementale. On construit un pont. On fait quelque chose. Alors, il faut que cette décision-là se prenne pour que l'industrie suive. Et si elle doit se prendre, elle doit se prendre maintenant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Merci. Avant d'aller à Robert, je vais aller voir Sylvain parce que j'ai l'impression que le prof en marketing avait un petit sourire en entendant ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Hein. Avec mes étudiants, on ne parle pas de data lake, on parle de data swamp. Donc, non, mais c'est clair que l'aspect du cloud reste un concept, un des meilleurs coups marketing qui a jamais été réalisé. Mais pour rebondir là-dessus, je pense qu'on a besoin de lois. Définitivement, il y a eu quand même certaines belles initiatives. Hein. On va parler de la loi 29 sur l'obsolescence programmée. Il y a eu la loi sur la déconnexion aussi pour les employés.
dans une revue de littérature, je lisais qu'un Canadien moyen passera 34 ans de sa vie devant un écran, 34 ans. Donc la loi sur la déconnexion est quand même une bonne chose. On l'a mentionné tout à l'heure, la loi 25, inspirée du GDPR en Europe, on a enfin le droit de consentir à se faire mesurer. La loi anti-spam qui a été refaite au niveau fédéral en 2024. Donc, Stéphane a fait un appel à M. Legault. Moi, je ferai peut-être, j'amplifierai l'appel de la commission d'éthique et de sciences en technologie qui a été fait en décembre dernier, où il sommait le gouvernement de se munir d'une politique de sobriété numérique, en s'inspirant de la loi Rennes en France, qui est la loi, ça fait déjà 3 ans qu'elle est là, la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale numérique des entreprises, qui leur demande de faire quoi? De sensibiliser leurs employés, par le biais de fresques, de formations ou autres, de limiter l'achat d'équipements et de se doter d'une stratégie numérique responsable. Et ça, pour faire un lien justement avec ce qu'on parlait au niveau d'un cloud souverain, justement le fait d'être hébergé dans son pays et donc sur un mix carbone assez bas, c'est quand même positif. Donc les lois sont très importantes dans ce volet-là. Robert? Je veux revenir sur le commentaire des appels d'offres entre entreprises et gouvernement. Puis certainement, les entreprises ont plus de liberté de mettre les critères qu'ils veulent. S'ils veulent un cloud souverain, ils peuvent le mettre puis l'acheter. Les gouvernements, ils sont liés par toutes sortes d'ententes, donc ça devient compliqué. Mais un enjeu qui passe sous le radar, c'est notre entente de libre-échange avec les États-Unis, qui va être renégociée en 2026. Et peu de gens le savent, mais il y a un chapitre 19 sur le commerce numérique dans la CEUM. Et les entreprises, ça ne s'applique pas à l'approvisionnement gouvernemental, mais pour les entreprises qui veulent bénéficier de l'entente de libre-échange des États-Unis, ils ne peuvent pas exiger ou préférer une entreprise canadienne à une entreprise américaine. Ils ne peuvent pas empêcher les données de traverser les frontières. Ils ne peuvent pas exiger que les données soient hébergées ici au Canada. Donc, dans la renégociation de la CEUM, c'est certain que les Américains, ils vont prendre ça pour un droit acquis et ça va être le point de départ de la négociation, tandis que c'est au détriment de toutes les entreprises canadiennes qui veulent bénéficier de cette entente-là. Ce chapitre-là a été introduit à peu près à 2 semaines avant la signature finale. Ça a passé sous le radar, ça n'a pas fait l'objet de débats ou de discussions. Et on voit nos ministres débarquer à Washington pour renégocier nos ententes commerciales, mais dans le fond, c'est des professionnels qui font ces négociations-là en arrière de la scène, mais ils sont très habitués à l'automobile, au bois d'œuvre, l'aluminium, les œufs puis le lait. Mais le numérique, forcément, si on a accepté le chapitre 19, ils ne sont pas sensibilisés aux enjeux de le commerce numérique. Puis on doit se préparer pour 2026 pour cette renégociation-là. On appelle ça sans faire passer une vite. Somme toute. Stéphane Ricoul, je vois le hochement de la tête. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Ouais. Moi, je pense qu'il y a déjà 2 choses qui se sont passées récemment qui sont pour moi positives. La première, veut pas, c'est en janvier l'élection de Donald Trump. Pour moi, c'est positif. Stéphane Garneau l'a dit. Tout le monde le répète. Là. C'est un élément déclencheur positif. Il faut le prendre comme ça. On sait que cet homme-là a la main mise sur les CEO des géants du numérique. Il les contrôle comme il le veut. Puis eux nous contrôlent comme ils le veulent. Parce qu'ils ont aussi verrouillé le marché depuis des années. Donc pour moi, déjà ça, c'est positif. Ça, c'est un signal, ça a été un wake-up call. Super important. Puis on le voit aujourd'hui, ça brasse, ça bouge, ça s'en va dans le bon sens. La deuxième chose qui pour moi est déjà arrivée, qui est une des clés, une des solutions à venir, c'est Mark Carney qui nomme un ministre de l'intelligence artificielle. Il aurait pu aussi l'appeler un ministre des données, parce que l'IA, c'est de la data. Juste ce geste-là, pour moi, est excessivement important parce qu'il lance un message comme quoi l'intelligence artificielle fait partie de l'avenir économique du Canada.
Les données font partie de l'avenir économique du Canada. Qu'est-ce qui va découler de ça? Je ne le sais pas, on verra ce que M. Solomon fait avec ça. Mais pour moi, c'est déjà un signal clair qu'on a compris quelque chose, on prend action, puis que ça va porter fruit. Si je poursuis sur cette lancée, c'est quoi le premier geste qu'on fait? Parce que là, pendant toute la journée, on a parlé de souveraineté numérique. Je suis persuadé qu'il y a des gens dans la salle qui se disent « Ouais, je pense qu'il faut agir ». Je ne vais pas pointer des gens dans la salle, mais j'en ai entendu parler tout à l'heure dans les couloirs. C'est quoi le premier geste? On disait que quand on veut utiliser l'intelligence artificielle, il faut d'abord préparer ses données, les nettoyer. Et quand on veut passer à être un adepte de la souveraineté numérique, de l'indépendance numérique, qu'est-ce qu'on fait? On part comment? On part par où? Robert, tu es un spécialiste? Il y a plusieurs actions, puis ça ne peut pas être juste une action qui va nous mener à la terre promise. Il y a toute la question réglementaire. On a parlé de la mise à jour de nos lois, la loi sur la compétition, la loi sur le droit d'auteur au Canada ne mentionne pas l'intelligence artificielle. Donc, une œuvre créée par l'intelligence artificielle, est-ce que peut être protégé par le droit d'auteur? Qui va détenir le droit d'auteur? C'est-tu le programme? C'est-tu celui qui a inventé le modèle LLM? On ne sait pas, c'est une vide juridique totale. Donc, il y a tout un travail de mise à jour de nos lois qui doit être fait. Ensuite, il y a tout le dynamique de marché. Donc, sensibiliser les gouvernements, les entreprises aux enjeux pour qu'on priorise les entreprises d'ici, qu'on garde nos données ici et qu'on devient souverain dans le numérique. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter une première tête? Oui, Steve. Il est peut-être même un peu trop tard, Bruno, parce que lorsque l'intelligence artificielle, on l'a mis à contribution dans le vrai monde, autrement dit, voici l'accès pour aller vers, peu importe le modèle d'intelligence artificielle, population, utilisez-le, amusez-vous avec ça. Oups! Là, on se retrouve avec un autre fardeau de problème, c'est-à-dire n'importe quoi de données se ramasse là-dedans. Tu mentionnais tantôt de nettoyer avant de s'en servir, mais là, c'est le contraire. On le pollue. Et combien est-ce qu'il y en a de compagnies qui ne bloquent pas, filtrent rien, et les données propriétaires d'entreprises se retrouvent dans les lacs de données, ça devient une swamp, littéralement. Et de cette façon-là, là, il y en a qui se demandent après ça, comment ça se fait que le compétiteur il a appris la sauce secrète qu'eux autres avaient concoctée la veille, mais que là, c'est sur le marché. Je veux dire, il y a cette perte-là. Il faut demander reprendre les éléments. Ça se fait avec quoi? Avec l'éducation, de la sensibilisation, comme on mentionne depuis tantôt. Mais il faut qu'on en ait des conversations comme on a ici présentement avec monsieur et madame tout le monde pour qu'on comprenne que c'est un très bon outil, mais on s'en sert comment et quelles sont les conséquences si on s'en sert mal. Et présentement, dans l'industrie de peu importe la fabrication, il y a des fuites d'informations très importantes qui viennent à ce moment-là miner notre économie, veut pas. Fait que si on ne fait pas attention, c'est certain que tout le monde à l'extérieur ne font qu'être assis, attend, lit à l'écran, prend qu'est-ce que la recherche a fait à grands frais ici, ils l'appliquent dans leurs économies, puis viennent nous le revendre à grands frais après ça. Fait que si on ne porte pas attention, on en est doublement pénalisé, je crois. C'est une bonne réponse, mais ce n'était pas nécessairement ma question. C'est bien intéressant. Je reviens donc à ma question. Première étape, qu'est-ce qu'on fait pour embarquer dans le train? Moi, j'ai envie de te répondre au niveau individuel. Ouais. Et puis, ce que j'apprends à mes étudiants, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de vous servir de l'intelligence artificielle? Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme une voiture. Pas du tout contre les voitures, j'en ai une moi-même, mais est-ce que j'ai besoin de ma voiture pour aller acheter une pinte de lait au dépanneur? Donc, est-ce que j'ai besoin de l'intelligence artificielle pour traduire un document? Non, il y a d'autres éléments qui sont possibles pour corriger mes fautes. C'est la même chose. Donc la première question, c'est ai-je vraiment besoin de l'utiliser? Je pense qu'il y a une logique à faire, à dénumériser aussi certaines activités qu'on a pris l'habitude de faire. Il y a une donnée pas drôle qui est sortie l'année passée où il y a 50% des enfants de moins de 2 ans qui ont un iPad aux États-Unis. Donc, au Canada, on ne doit pas être bien loin, il ne faut pas rougir non plus. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un iPad pour éduquer nos enfants? Nos parents l'ont fait sans, donc il y a ce point-là. Il y a la dernière statistique, elle plus cocasse que je regardais, c'est qu'on est rendu à 18% des requêtes dans ChatGPT qui sont des requêtes érotiques. Donc, là aussi, a-t-on besoin de l'intelligence artificielle? Donc, je pense en tant qu'individu, tout à l'heure je parlais des téléphones, il faudrait considérer nos appareils comme un petit bijou. Pourquoi? Parce qu'il y a 36 mg d'or dans chaque téléphone.
Donc, est-ce qu'on peut le garder, l'utiliser, le conserver? Donc, on a parlé des gouvernements, on a parlé des entreprises, mais en tant qu'individu aussi, il y a énormément. Puis c'est des messages que j'essaie de passer à la Gen Z qui est très, très réceptive. Ben, même les plus vieux l'ont entendu. Et merci pour toutes ces suggestions d'utilisation de ChatGPT. Et moi, je vais répondre d'abord comme un entrepreneur. Merci beaucoup. Pour aller chercher un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est commencer. Faites une liste. Quel software vous avez, quel hébergement vous avez, quel fournisseur vous avez, ils sont où dans le monde. De toute façon, vous ne pouvez pas vous conformer à la loi 25 si vous ne savez pas ça, fait que commencez. Commencez par faire la liste, comprenez sont où vos données, puis regardez, est-ce qu'il y en a que je pourrais changer? Est-ce qu'il y en a que j'ai en double? Parce que souvent, on a 4-5 fournisseurs qui font à peu près la même chose, puis on n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est numéro 1. Puis peut-être que vous allez trouver une opportunité d'aller vers une autre compagnie qui vous offre un cloud numérique, pour en nommer une ici. Donc, commencez par faire l'examen. Puis si la réponse est non, bien, déjà, vous allez réaliser vos dépendances. Et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour les réduire? Ça ne sera jamais un examen perdu, ça ne sera jamais une perte de temps de comprendre vos technologies viennent d'où et quelle dépendance vous avez. Et si la porte n'est pas ouverte pour votre parc informatique aujourd'hui, il va peut-être être ouvert dans 1 an, dans 2 ans, et vous allez être prêt à prendre la porte. C'est un changement, mais des changements, on fait juste ça en technologie. Moi, j'entends parler de la transformation digitale, le changement. Ça fait 15 ans que je suis avocate en technologie, ça fait 15 ans que je fais du changement. C'est ça, la job technologique, c'est gérer des changements. Vous allez le gérer comme tout autre changement, il faut le commencer. Un bon changement, une bonne gestion de changement, on le commence en quelque part. J'en entends souvent des gens qui en parlent, mais la majorité des gens n'ont même pas fait l'exercice de se poser la question, est-ce que je pourrais déplacer certaines de mes infrastructures et sinon, pourquoi? Et là, on pourra identifier ensemble, collectivement, quels sont vraiment les arguments qui font en sorte que les entreprises ont de la difficulté à migrer. Et à l'inverse, les compagnies qui offrent ces services-là, peut-être de le rendre plus accessible aux entrepreneurs. Qui sont les bons candidats? Comment vous savez qu'est-ce que vous pouvez migrer, qu'est-ce qui ne peut pas être migré parce qu'il est un service attaché à un cloud ou pas? Ça serait évidemment très utile parce que les entreprises au Québec, au Canada, viennent en toutes les grandeurs, toutes les grosseurs, avec plus ou moins d'expertise en TI. Alors, je vois vraiment ça comme un partenariat entre les entreprises privées et jusqu'à temps que peut-être un gouvernement va nous donner un petit coup de pouce dans cette gestion du changement. Merci beaucoup. On a ouvert cette grande discussion avec Stéphane Ricoul. C'est vous qui allez terminer cette grande discussion-là. Donc, comment on se prépare pour commencer? Oui, pour moi, il y a 2 choses essentielles. La première, c'est l'écoute. Il faut écouter des gens comme Stéphane Garneau qui lancent depuis 10 ans des cris de détresse qu'on échappe des milliards de dollars au Canada parce qu'on les envoie ailleurs, notamment aux États-Unis. Donc, il faut écouter. Il faut écouter les experts du domaine. Puis la deuxième chose, quant à moi, c'est qu'il faut du courage politique. Il faut arrêter de mettre genoux à terre ou de plier genoux face à un Donald Trump, par exemple. Donc le courage politique et l'écoute, puis on va aller de l'avant. Merci beaucoup. Sylvain, Vanessa, Robert, Steve, Stéphane, merci beaucoup d'avoir participé à ce panel. Merci beaucoup de votre attention. Merci.